on va perdre le peu d'acoustique qu'il y a. Donc, merci à tous d'être venus. Je me permets de vous présenter Patrick Le Yarrick, qui a donc écrit le livre « Les raisons de la guerre en Ukraine ». Nous devions avoir avec nous Roland Nivet, qui est le porte-parole national du mouvement de la paix. Malheureusement, il est victime du Covid, donc il n'a pas pu faire le déplacement. Nous avons cependant une prise de son qui a été réalisée par Cédric Derrien de la radio locale RMB, qui a bien voulu nous confier son travail. Donc si vous le voulez, on va commencer par écouter ce message de Roland Nivet. Voilà. Alors, si vous voulez, le son n'est pas excellent. Hein. On fait comme on peut avec les moyens du bord. Donc, il ne faudrait pas qu'il y ait trop de bruit dans la salle. Coupez vos portables, s'il vous plaît. Bon, j'envoie. La situation est grave. Il y a la situation en Ukraine, il y a tous les autres conflits, que ce soit au Yémen, que ce soit en Palestine, ça dure depuis 70 ans, que ce soit... voilà, on est partout dans une situation, malheureusement, où les conflits se sont développés. Alors bien sûr, la situation en Ukraine est extrêmement grave, et à cela rajoute un autre danger, qui est la question climatique. Et je dirais peut-être même la troisième, c'est la question économique qui se pose à nous aujourd'hui, avec quasiment le risque de banqueroute presque des États-Unis aujourd'hui. Vous avez vu qu'on est au bord de... Voilà. Donc on a une situation grave. On donne la citation parfois d'Albert Camus, après le bombardement sur Hiroshima, qui dit qu'il va falloir choisir entre la raison ou la déraison, ou quelque chose comme ça, en gros. Hein. On est dans cette situation-là, où les dépenses militaires augmentent à travers le monde, elles ont augmenté, doublé depuis 2000. Donc on a une augmentation exponentielle des dépenses d'armement, alors que les problèmes auxquels on est confronté, c'est les inégalités de développement entre le monde, entre le nord et le sud, avec encore toujours un enfant de moins de 10 ans qui meurt en gros tous les 10 secondes de la faim ou des conséquences de la faim. Et on a des conflits à régler, on a des problèmes climatiques à régler. Tout ça appelle théoriquement de la coopération. Il faut que les scientifiques du monde entier bossent, et c'est pas que l'affaire des scientifiques, c'est l'affaire de tout le monde. Donc c'est ces problèmes-là, et malheureusement, on va dire, on va vite, hein, mais les dirigeants du monde, puisque c'est comme ça, le monde ne prend pas la bonne direction avec les exemples que je vous ai donnés. Les objectifs de développement durable qui ont été adoptés à l'unanimité par les Nations Unies, on ne trouve pas l'argent pour les mettre en place. La question de la culture de la paix qui a fait l'objet d'une résolution des Nations Unies en application de la charte ne sont pas appliquées. Voilà, à part en Amérique latine où là il y a des efforts au point de vue pensée qui sont faits. Voilà. On est dans une situation grave. Et ça nécessite de faire un diagnostic et de voir ce qu'on peut faire effectivement. Et c'est quoi? Alors on pourrait expliquer ça comment? C'est-à-dire que la paix, finalement, c'est pas assez rentable par rapport à la guerre? Oui, c'est-à-dire que si on prend les intérêts des citoyens comme vous et moi, ou comme tous les citoyens du monde, on ne s'y retrouve pas. Les gens, ils attendent d'être soignés, que leurs enfants aillent à l'école, qu'ils soient à peu près logés correctement, et que leurs vieux jours, ils soient à peu près traités humainement. Et on voit que ce n'est pas le cas. Il y a des intérêts contradictoires entre les États, les multinationales qui aujourd'hui, des multinationales qui sont plus riches que des États. Il y a un lobby militaro-industriel qui existe, qui fait que dans un pays comme le nôtre, une grande partie des médias appartiennent à des multinationales ou à des personnes qui sont impliquées dans la fabrication et la vente des armes. D'ailleurs, il y a un livre excellent là-dessus, où ils vendent des armes. Mais, donc on n'a pas les mêmes intérêts. Il y a des intérêts au niveau des États, au niveau des compagnies multinationales ou géostratégiques, qui ne sont pas ceux des peuples. Et donc il faut que les peuples, d'abord, ils interviennent pour faire entendre leur voix et leurs besoins. Je prends par mon exemple sur Twitter. Vous vous rendez compte que Twitter, en une nuit, quelqu'un qui sort 40 milliards de sa poche et qui achète Twitter pour avoir de l'influence sur les idées. Donc nous, si on veut, ce qui fait notre force, c'est quand même notre nombre et notre lucidité. Et alors surtout, ce dont on souffre en tant qu'individu, en tant que citoyen, c'est le manque de confiance en nous. C'est-à-dire que les gens sont habitués à voir, la plupart du temps, les dirigeants dirigés sans leur demander leur avis. Les gens, ils demandent des crédits pour les hôpitaux, pour
pour l'école, on leur refait un budget de 413 milliards pour l'armée avec 40% d'un coup d'augmentation du crédit militaire. En 2 lois de programmation militaire, vous vous rendez compte, le budget de l'armée, le budget des dépenses militaires en France est doublé. Et alors qu'on a signé le traité de non-prolifération nucléaire, on remet 60 milliards dans les 7 années pour moderniser encore notre armement nucléaire. C'est en gros 130 milliards sur 15 ans pour changer les 3 sous-marins de l'île Blanc à Crozon. Je suis breton, donc voilà. Donc je pense qu'on représente une force. On avait fait un sondage avec La Croix il y a 7 ans. 75% des Français, la question qui leur posait vous, pour que la France s'engage dans un processus multilatéral de désarmement nucléaire. 75% des Français répondaient oui. Quand on regarde au point de vue mondial, il y a un rapport de force, enfin, il y a une convergence telle entre les organisations syndicales, les organisations féministes et les mouvements d'idées ou de religion, hein, voilà, aussi bien le pape que les bouddhistes que d'autres, que maintenant la Croix-Rouge internationale. Il y a un arc, j'ai eu l'occasion de le voir de mes propres yeux aux Nations Unies, avec une réunion avant une Assemblée Générale des Nations Unies, où étaient réunis des gens qui représentaient tout ce volet. Pour les organisations syndicales, à travers la Confédération syndicale internationale, tous les syndicats étaient représentés et étaient en faveur du désarmement nucléaire, d'action pour la paix, etc. Voilà. Donc on représente une force, sauf qu'on n'en a pas conscience. C'est dans ce sens-là que nous, on est engagés là-dessus. Tout le monde est pour la paix, on le sait, mais par contre, on ne sait pas comment mettre en œuvre et on n'est pas sûr d'y croire vraiment, presque, en fait. Il faut le marteler, il faut communiquer oui, peut-être un peu plus. Je crois qu'il faut le marteler, il faut écouter. On est en train de sortir de tracts, ce que disait Camus, mais effectivement, pour son avenir, l'humanité n'a d'autre chemin que la paix. On est face à une situation grave, gravissime. Et c'est pas possible de continuer à dépenser des sommes extravagantes comme celle-là, alors qu'on n'a pas des sous pour régler l'essentiel des problèmes. Et donc ça passe là, par exemple, la loi de programmation vient à l'Assemblée nationale, le gouvernement, c'est le silence radio, le Premier ministre, il a présenté son plan, mais il n'y a rien sur la loi de programmation militaire, alors que c'est le dossier le plus lourd qui va passer à l'Assemblée nationale. Il y a un blackout, voilà, merci de votre journal de nous entendre. Et donc il faut déjà s'exprimer, que les gens ne restent pas devant leur ordinateur, mais aillent discuter entre eux, poser des questions. Il n'y a pas de petites initiatives. Alors nous, on a fait une lettre aux députés, on a envoyé des courriers et on pétitionne un peu vers le président de la République. Au vis-à-vis des parlementaires, on a envoyé des courriers documentés de 7 pages sur la question de l'arme nucléaire. On fait aussi des courriers vis-à-vis des conseils départementaux, conseils régionaux qui sont face à des problèmes d'investissement dans le domaine éducatif qui n'ont pas les moyens. Donc partout, là, les gens peuvent aller discuter, demander des comptes ou tout simplement discuter, parce qu'il y a des alternatives. Il y a des alternatives, mais pour le monde d'aujourd'hui, c'est pas que tout le monde se mette à augmenter partout les dépenses d'armement, les armes nucléaires, même s'il y a le conflit en Ukraine, qui pose les gens la question. D'ailleurs, ce conflit aurait pu être évité, et maintenant il faut lui trouver une solution, parce qu'on a deux risques, hein. C'est l'extension mondiale du conflit, et l'utilisation, même par erreur, des armes nucléaires. Et il y a là-dessus le climat, etc. Donc, je pense qu'il faut que les gens se reprennent la lutte des retraites montre que, quelque part, sur des questions précises, les gens savent s'exprimer. Donc, nous, on appelle à ça, et on appelle aussi à des réformes structurelles dans la manière dont est organisé l'État. On propose, par exemple, une commission interministérielle pour la paix. Il y avait auparavant, c'est un outil institutionnel qui existe en qualité pour la vulgarisation scientifique. On met tous les ministères autour de la table. Ici, si vous parlez de la paix, vous parlez au président de la République, au Premier ministre, au ministre de la Défense et des Affaires étrangères, c'est tout. Si on veut construire, il faut construire avec la jeunesse, il faut construire avec des scientifiques, avec des artistes. Voilà, il faut mettre en place des trucs sur Erasmus, faire des scientifiques travailler en même temps, aider les collectivités locales à faire que les jeunes des quartiers circulent dans le monde, connaissent le monde, etc. Il y a plein de choses, hein, vous voyez. Et puis, il y a aussi de remettre en place comme un outil diplomatique qui a été, vous savez, le corps diplomatique a été dissous par décret, le statut de fonctionnaire et diplomate a disparu en France, c'est un drame. Et aussi des organismes de recherche, des maisons régionales pour la paix, où on trouverait tous les textes des Nations Unies, de la Charte des Nations Unies, et des personnes qui peuvent répondre avec une éducation populaire de base. Voilà. C'est fini. J'espère que vous avez à peu près bien entendu les propos de Roland Nivet. Je voudrais, juste avant de passer la parole à Patrick Leillaré, vous préciser 2-3 petits points, parce qu'on entend souvent
dire que nous avons la chance de ne pas avoir connu de guerre. Alors, je vais un petit peu modérer cet élan. Entre 1945 et 2000, il y a eu 175 guerres ou conflits armés dans le monde. Depuis l'année 2000, sur le continent africain, 47 guerres, conflits armés ou insurrections. En Amérique centrale, 3. En Asie et Moyen-Orient, 43. En Europe, 15. Donc, si l'on s'en tient aux propos du chef de l'État, et qu'il faille être en avance d'une guerre, moi je préférerais qu'on soit en avance d'une paix, bien évidemment. Hein. La dépense totale mondiale pour l'armement s'élève à 2240 milliards de dollars. Je ne sais pas si vous voyez ce que ça fait, mais moi, pas du tout. Je sais seulement que c'est une somme énorme. Voilà. Donc, oui, merci beaucoup. Vous aviez remarqué qu'un missile M51, 120 millions d'euros égale un salaire brut annuel pour 7500 infirmiers ES. C'est pas rien hein, quand même, pour un missile. Voilà. On fera le débat après. Vous illustrez ce que vous avez dit. merci. D'accord, bonjour à chacune et chacun d'entre vous. Merci aussi de votre invitation. J'y viens avec plaisir, d'autant que je retrouve beaucoup d'amis, d'anciens amis et des gens avec qui j'ai eu à travailler, comme votre ancien maire et député Pierre Goldberg. J'ai commencé à produire il y a 1 an. Est-ce que vous pourriez parler plus fort, s'il vous plaît? Ça va venir. J'ai commencé à produire il y a 1 an donc ce livre dont le titre est Les raisons de la guerre en Ukraine, parce qu'il était nécessaire un peu de faire la clarté sur celle-ci, avec une autre partie qui est celle de la nécessité d'inventer un projet de sécurité humaine globale. Effectivement, comme ceci vient d'être dit, et ce qu'a dit également Roland, le monde est dans une instabilité totale du fait des guerres, mais aussi du fait de ces insécurités. Insécurité alimentaire, insécurité sanitaire, insécurité dans le travail, l'insécurité de la majorité des femmes dans le monde et la difficulté d'accéder aux formations, à l'éducation et au travail, puisque la question du travail est une des questions premières dans ce monde. Les nouvelles de ces dernières semaines ne sont pas réjouissantes du tout, puisque toute initiative de paix qui est portée par différents acteurs, elle a des fins de non-recevoir. C'est bien le contraire même qui se passe. Vous avez vu il y a quelques semaines de cela, une quinzaine de jours, cette affaire du drone sur le Kremlin, les bombardements russes tous les jours, l'incursion d'un groupe sur le territoire russe jusqu'à Belgorod, c'est pas une petite affaire. Belgorod, c'est pas n'importe quelle ville, c'est un centre d'armement, y compris d'armement nucléaire. Donc on est dans un moment de tension, et s'ajoute à cela depuis le week-end dernier l'autorisation désormais donnée par le président américain de livrer des avions de combat F-16, ce qu'il refusait jusque-là. Ce n'est pas anodin, puisque le palier après les avions de combat, c'est la livraison de missiles. Les initiatives de paix, la tentative de Lula, celle de la Chine, où d'ailleurs il y a un émissaire en ce moment chinois, l'ancien des ministres des Affaires étrangères chinois est à Kiev, il fait le va-et-vient entre Kiev et la Pologne, il doit passer à Paris,
pour expliquer ce plan de paix, développer ce plan de paix et trouver des bases de construction d'un groupe avec l'Inde qui permettrait de faire asseoir notamment Poutine autour d'une table pour discuter. Il y a aussi celle du pape. Ce qu'a fait le pape il y a 15 jours en Hongrie est extrêmement important. Ce qu'il a dit sur ces sujets et ce qu'il dit, semble-t-il, tous les dimanches à propos de cette guerre sont extrêmement importants, mais tout ceci n'aboutit pas, c'est le contraire, puisque on est en train de préparer ce qu'ils appellent la contre-offensive ukrainienne, et les Russes, vraisemblablement, préparent, eux, une offensive. Donc, la période pour les défenseurs de la paix, pour les mouvements de la paix, est de ce point de vue difficile, d'autant que dans l'Union européenne et nos gouvernements en général, l'Union européenne comme structure, par exemple la présidente de la Commission européenne, elle est totalement alignée sur les Américains. Le président français, il varie, mais il ne prend aucune initiative et il ne s'inscrit dans aucune initiative. On verra, il doit aller au Brésil ces jours prochains sur une conférence sur l'Amazonie. On verra ce qu'il va dire et ce qu'il va prendre au bon l'idée d'un groupe de contact avec les Allemands que propose le président brésilien. Mais notre propre gouvernement, enfin le président de la République, parce que le gouvernement c'est plus compliqué. La ministre des Affaires étrangères également, ce n'est pas toujours, ils ne sont pas toujours en face, tous ces gens-là. Et donc c'est très compliqué et ça ne crée pas des bases d'une action pour la paix. Et celui qui emporte la responsabilité principale, c'est évidemment Poutine. C'est Poutine qui est celui qui a agressé. Il y a des raisons, je vais y revenir, mais il a agressé. Il n'avait pas de motif pour le faire, il y a plus d'un an de cela maintenant, et il contribue à renforcer le monde capitaliste occidental. Deuxième grande remarque, la guerre par elle-même, elle est en train de faire bouger considérablement les plaques tectoniques mondiales. D'abord, la guerre, ce n'est pas une guerre mondiale, mais c'est une guerre déjà mondialisée, au sens où elle touche chaque individu, où il se trouve, à des degrés divers sur la planète. Évidemment, le peuple ukrainien, les enfants ukrainiens, les femmes ukrainiennes, les réfugiés, ceux qui sont bombardés tous les jours quand les systèmes antimissiles n'arrivent pas à arrêter les missiles russes. Ceux-là subissent tous les jours des destructions, des morts abominables, et il ne faut pas passer à côté de cela. Également les Russes. On dit qu'il y a déjà 20 000 combattants ou soldats russes tués en à peu près un an. C'est plus que la perte de soldats russes dans la guerre d'Afghanistan. Ça, ce sont les chiffres connus. Peut-être c'est plus. Par exemple, ce qui se passe en ce moment à Bakhmout n'est pas d'une limpide clarté. On ne sait pas combien de soldats de part et d'autre trouvent la mort. Deuxième chose importante, à la faveur de cette guerre déclenchée par Poutine, c'est le contraire de ce que dit Poutine qui se produit. Par exemple, les États-Unis sont de retour dans l'Union européenne, au sein de l'Union européenne, au sein même des structures de l'Union européenne, et s'implantent en Ukraine. Il y a ces projets d'élargissement de l'OTAN. Finlande, Suède, un débat avec la Moldavie, et projet d'élargissement de l'Union européenne. Il n'y a pas de conditions, par exemple, pour l'Ukraine aujourd'hui, pas plus pour la Géorgie que pour la Moldavie, mais le pays principal, c'est l'Ukraine. Il ne remplit pas les conditions lui permettant de rentrer dans l'Union européenne.
Mais la présidente de la Commission, elle veut forcer la possibilité de faire entrer l'Ukraine dans l'Union européenne. Et à ce titre-là, le peuple ukrainien, les travailleurs ukrainiens, souffrent. Parce que entre les plans d'ajustement structurel qu'impose le Fonds monétaire international à l'Ukraine et cette combinaison avec les critères d'austérité, de destruction des droits sociaux et de privatisation qu'il faut imposer à l'Ukraine pour qu'elle rentre dans l'Union européenne, le peuple ukrainien souffre doublement. Mais demain, si l'Ukraine est dans l'Union européenne, il faut bien voir ce que ceci va dire exactement, parce que une Union européenne à 27 qui a du mal à fonctionner, demain elle sera à 33, que devient cette entité politique? Dans quelle concurrence on met le travailleur ukrainien avec le travailleur allemand, français, italien, espagnol? Concurrence supplémentaire. Dans quelle concurrence sont mis les paysans français? La politique agricole commune ne peut pas, qui est déjà très mal en point, ne peut pas résister, un projet commun ne peut pas résister à l'entrée de l'Ukraine. L'Ukraine, c'est un pays agricole qu'on appelle d'ailleurs le grenier à blé. Ils font du blé, du maïs, du tournesol, une multitude de cultures. Nous n'y résisterions pas. Par conséquent, à la faveur de cette guerre, vouloir forcer le trait pour intégrer l'Ukraine dans l'Union européenne n'est bon ni pour les Ukrainiens, ni pour les travailleurs actuels de l'Union européenne telle qu'elle existe. Et ceci vient d'être dit, tu viens de le dire, Roland l'a également dit, la course aux armements partout dans le monde est considérablement relancée au bénéfice de la grande industrie militaire nord-américaine. L'industrie militaire européenne en profitera, mais vous pensez bien que quand Biden y dit « nous allons donner le F-35 aux Ukrainiens », on demande à la Turquie, à l'Espagne, au Portugal, à Pays-Bas, au Royaume-Uni de donner les F-35, c'est pour leur revendre, le F-16, pardon, c'est pour leur revendre le nouveau F-35. C'est-à-dire ce n'est même pas l'armement européen qui est utilisé, c'est l'armement américain au bénéfice des grandes compagnies d'armement américains. Dans cette affaire-là, la France, le débat qu'il y a depuis lundi matin au Parlement français sur ce qu'on appelle la loi de programmation militaire qui va consacrer 417 milliards de dépenses militaires sur une période de 7 ans. On va passer le budget militaire de 47 à 62 milliards, s'inscrit dans cet objectif avec une modification profonde de la conception de l'armée française. Nous sommes en train de passer d'une armée, théoriquement, de défense du territoire national à une armée de projection. Faire un sous-marin, faire un porte-avions supplémentaire, évidemment, ce n'est pas pour défendre la côte bretonne, c'est pour aller au large. Les sous-marins supplémentaires, c'est pour aller au large. Donc, c'est une armée de projection avec les résultats très difficiles que nous connaissons. Ce qui a été fait en Libye, ce qui a été fait au Sahel ces derniers temps, montre que c'est une aberration la plus totale. C'est-à-dire, on est en échec total, et puis en plus, on se met mal avec tous les peuples, y compris des peuples qui ont plutôt des attaches avec la France, qui a été longtemps considérée comme un pays, avec le gaullisme puis le mitterrandisme, un pays, même s'il y avait le colonialisme, mais un pays qui était porteur d'un certain nombre de valeurs. Et ce qui a été décidé au G7 aggrave ceci, puisque le projet qui a été décidé au G7 à Hiroshima dimanche
c'est de construire ce qu'ils appellent une région Indo-Pacifique libre et indépendante. C'est dans cette même région que les Américains installent les frégates à propulsion nucléaire contre la frégate française. C'est ce marché que nous avons perdu. Pourquoi c'est dans cette région que les Américains proposent de créer une OTAN Indo-Pacifique? Donc la question, elle est de construire un bloc économique et militaire pour contrer la Chine. Parce que, autant dans les médias, la Chine est belliciste, la Chine n'a jamais été belliciste. Le Taïwan ne sert aux Occidentaux de prétexte pour faire accepter par les opinions mondiales une attaque contre la Chine, une attaque économique, cyberattaque vraisemblablement, mais aussi des attaques militaires. Et le rôle qui est dévolu aux pays européens par les Américains est de contenir la frontière Est avec leur armement, pendant que les Américains contiendraient avec un certain nombre de pays du Pacifique, Nouvelle-Zélande, Australie, Japon et un certain nombre d'autres, ce bloc dans l'Indo-Pacifique. Autrement dit, le monde aujourd'hui, d'abord, il n'est plus le même qu'avant, qu'il y a 1 an et demi, mais vraisemblablement, il est en train de basculer dans une ère totalement nouvelle. D'abord, on voit bien le débat sur la loi de programmation militaire, le monde, là, et d'autres pays font de même. Les Allemands se réarment. La Pologne consacre 5% des richesses qu'elle produit à l'armement et au surarmement. Les pays frontaliers également, du haut en bas, la Finlande rentre dans l'OTAN. Donc on est dans un moment qui n'est pas un moment, comme disait Jaurès, d'un monde à l'état de paix. On est dans un monde d'aggravation des tensions, et la question de la guerre, de l'armement, devient une préoccupation première des gouvernements, partout dans le monde. Et à l'intérieur de ceci, la question nucléaire, ça s'est calmé parce que les Chinois ont demandé aux Russes de cesser cette stratégie, mais on n'est pas à l'abri. La question de l'utilisation de l'arme nucléaire a été, pendant des semaines et des semaines, une question qui n'était plus taboue. À cause de Poutine, mais quand Jean-Yves Le Drian était ministre des Affaires étrangères dans le précédent gouvernement, il a dit, mais nous avons les moyens de réplique, on répliquera s'il le faut. Jean-Yves Le Drian. Alors, ça s'est calmé, mais il y a des faucons. Les loiseaux, le faucon. Au Kremlin, comme il y en a à Washington, par exemple, un homme comme Medvedev, qui était plutôt un modéré quand il était président de la Russie, est aujourd'hui parmi les plus nationalistes de nationalistes qui poussent à utiliser l'arme nucléaire. Et il faut espérer que les milices armées privées, vous savez, toutes les grandes sociétés capitalistes en Russie disposent de milices privées armées. On parle de Wagner, mais il n'y a pas que Wagner. Mais prenons Wagner. Si ce fou du bocal, il réussit à mettre la main sur des outils comme cela, on a quand même du souci à se faire, parce que c'est quand même plutôt des sanguinaires, les gars. Poutine est un modéré à côté d'eux. Donc, c'est assez inquiétant, le fait que ce n'est plus un tabou. Les traités de désarmement sont suspendus aujourd'hui.
le traité de non-prolifération, il est quasi caduc parce que on voit bien dans l'affaire de l'accord Arabie Saoudite, Iran sous l'égide de la Chine, que peut-il se passer? Vraisemblablement Israël, il est quasi, je pense, mais je peux me tromper, que les Iraniens quand même font maintenant du nucléaire, que Israël va se doter de la bombe. Comment les États-Unis réagissent à cela, nous ne le savons pas. Et d'autres pays réclament la bombe. Alors qu'on avait enlevé toutes les bombes atomiques de la Biélorussie, aujourd'hui, le président biélorusse demande l'installation d'armes atomiques, soi-disant pour se défendre, alors que jusque-là, il a été plutôt calme, il n'a même pas écouté Poutine, parce que sa population ne le suivrait pas. Mais ce qu'il y a derrière ça, c'est la prolifération nucléaire, c'est-à-dire on est en train de prendre un chemin inverse que le chemin qui avait été pris du temps de Reagan et de Gorbatchev. Reagan, c'est peu dire. Il y a ce concept maintenant d'économie de guerre. Ce que je peux me permettre de dire. La guerre avant la guerre, ce qui est un concept du chef d'état-major des armées qu'a repris le président de la République. C'est-à-dire, c'est une stratégie, j'explique ça au début de mon livre, c'est que le chef d'état-major, depuis maintenant 2 ans, a déjà infléchi la politique. D'ailleurs, le débat, quand le général De Villiers a été débarqué, la cause de son débarquement était la question, le général De Villiers. C'est aussi vous dire de qui nous parlons. Lui, il était sur une stratégie plutôt assez gaullienne. Le nouveau chef d'état-major, il est sur cette stratégie différente, c'est-à-dire nous ne négocions plus. Nous créons le rapport de force et nous faisons la guerre. Nous faisons toujours la guerre. Nous faisons la guerre, nous contestons et nous faisons la guerre. Ce n'est plus une stratégie négociation, paix, et en dernier recours, on utilise la force. C'est une stratégie totalement différente. Et enfin, ce que j'ai dit tout à l'heure, on demande plus au peuple de se serrer la ceinture, parce que dans la guerre, les spéculateurs s'en mettent plein les poches, à tous les niveaux. Par exemple, la baguette de pain ne peut pas baisser, mais le prix du blé a diminué de 50% en un an. Le prix du baril de pétrole a diminué de quasiment 40%. Et donc, les grandes majors qui dominent le système économique mondial, eh bien, dans la guerre, font des profits considérables. Dans l'énergie, dans le transport, dans l'agroalimentaire, dans le numérique, et dans la pharmacie, c'était déjà commencé pendant le Covid. Les causes de la guerre sont l'objet d'une intense bataille politique. Et vous aurez remarqué que dans les médias, sur les causes de la guerre, il y a une orientation. Il n'y a pas d'équilibre, il n'y a pas de confrontation. Et dès lors que c'est une seule orientation, eh bien on bloque le mouvement de la guerre. Parce qu'il n'y a pas, on n'aide pas les gens à réfléchir de manière dialectique. Et donc ça recule le moment où on peut se bouger pour la guerre. Et quelles sont ces raisons? D'abord, quand s'est produit la chute du mur de Berlin, il avait été promis par James Baker, le secrétaire d'État américain, et Genscher, le ministre des Affaires étrangères allemand, que l'OTAN ne s'élargirait pas au-delà de la nouvelle frontière allemande réunifiée. C'est le contraire qui s'est produit. Et quand il n'y a plus eu Gorbatchev, c'était Helsinki. Helsinki a fait les mêmes remarques que Gorbatchev, a eu les mêmes débats avec les Occidentaux, notamment avec les Américains. Et Poutine a eu le même débat.
Il est même intervenu dans une grande conférence à Munich en 2004 pour les mettre en garde, en disant si vous continuez à élargir l'OTAN jusqu'à nos frontières, vous êtes en train de briser que nous avons d'un accord tacite que nous avons. Il n'y a pas de traité. Mais dans mon livre, je produis l'ensemble des télégrammes et des documents qui montrent que ce que je dis là est vrai. Ces engagements ont été pris. Donc ça a été bafoué en permanence. Et même sur la question ukrainienne, on a réarmé, les Américains ont réarmé l'Ukraine et étaient sur le territoire ukrainien. Donc il y a cette question qui sert aujourd'hui à Poutine, mais qui n'est pas fausse. Deuxième raison, pour moi, c'est la stratégie poutinienne elle-même, la politique poutinienne elle-même. Que s'est-il passé? Quand Helsinki, après la désintégration de l'Union soviétique, a accédé aux affaires, dans les rares moments de lucidité ou quand il était à jeun, il avait demandé à un groupe de sages, de conseillers, de lui inventer une stratégie nationale permettant de fédérer la nation russe. Ce qu'il a été incapable de faire jamais. Quand Poutine est venu, lui, il a commencé à travailler là-dessus, mais sur les bases les pires. Pas au début. Les 20 premières années, tant bien que mal, on est resté dans des équilibres, dans des débats normaux, des confrontations, mais tout ça était normal. Mais quand il a fallu passer à un cap supplémentaire, notamment pour faire accepter le capitalisme le plus sauvage dans son pays, il a développé la thèse, il est revenu sur la thèse, en quelque sorte, grand russe, d'ultranationalisme, en lien avec l'Église orthodoxe, et cette thèse-là qui consiste à dire en permanence aux Russes « Nous sommes menacés par des dégénérés qui sont en Occident, ils nous en veulent », en s'appuyant sur ce que j'ai dit précédemment, l'OTAN, il y a des faits objectifs. Il y a l'intervention des Américains en Irak, il y a l'Afghanistan. L'ensemble de ces éléments l'a conduit à dire « Mais vous voyez bien, ils ne respectent aucun article de la Charte des Nations Unies. Ben, nous, pourquoi le ferions-nous » Et donc, il y a eu une multitude de tensions aux frontières, ce qu'on a connu, la Géorgie, etc., tout ce que vous connaissez. Et il a poursuivi cela. Mais l'Ukraine, c'est une question particulière, parce que c'est le tampon avec l'Union européenne, ce qu'elle devrait rester à mon avis. Et il y a une autre caractéristique, c'est l'histoire de l'Ukraine depuis le 5e siècle. C'est la naissance de la nation russe, comme on dit, c'est Kiev. Et donc, il a mélangé tout ça dans une espèce de baraque pour faire un beurre nationaliste. Et aujourd'hui, il fédère la politique aujourd'hui. C'était une politique ultranationaliste pour défendre le capitalisme national, les grands oligarques russes. Et il raconte cette fable-là à son peuple, mais qui a des aspects très dangereux. Et il est allié avec les plus nationalistes de nationalistes. Ceux que nous ne défendions pas ça, mais ceux que Brejnev avait mis au goulag, que Gorbatchev a libéré, ces gens-là, ces forces-là, ultranationalistes, fascisantes, se sont réveillés et sont plus ou moins alliés avec lui. Parce que lui, il développe ses thèses, mais il y a, j'ai dit Medvedev, mais il y a d'autres, il y a des groupes, je développe ça longuement dans mon livre, il y a des groupes, des théoriciens de cela, et c'est assez inquiétant. Troisième facteur, c'est l'insertion du bloc de l'ensemble des pays de l'ère dite de l'Est soviétique, ou d'autres disent socialistes, dans le capitalisme international, notamment la Russie, l'Ukraine, mais l'ensemble des pays. Ce qui a provoqué des tensions, bien évidemment, puisqu'on a détruit
en Russie comme en Ukraine, une multitude de droits sociaux, de droits économiques, et en plus, de part et d'autre, parce qu'il ne faut pas se raconter d'histoire, on nous dit que Poutine est un autocrate, en face, ils ne sont pas moins autocrates. Les élections sont peut-être un peu plus régulières, mais il y a autant de corruption, il y a autant de coups bas. En ce moment même, en Ukraine, il y a de la corruption qui coule à flot, y compris dans l'armée. D'ailleurs, Zelensky change des gens dans l'armée et dans le secteur économique. Donc, c'est pas ce qu'on raconte, c'est beaucoup plus complexe que ça. Les sociétés évoluent bien plus lentement que ça. Mais c'est ajouté à cela une modification du monde, c'est-à-dire l'Occident capitaliste, conduit par les Américains, continue de perdre du terrain et continuera de perdre du terrain. Et il y a un rejet de cela dans le monde. Si les pays, tous les pays dits en développement, ou anciennement non alignés, refusent de voter à l'Assemblée générale des Nations unies, ni pour les Russes, ni contre eux, ni de les désavouer, c'est parce qu'ils rejettent aussi la domination américaine. Ils ont l'expérience de l'Irak, ils ne sont pas prêts de l'oublier, tous pensent que ça peut leur arriver demain, ils savent que la Charte des Nations unies, elle est bafouée tous les jours par les Américains eux-mêmes, par les Russes aujourd'hui, mais par les Américains eux-mêmes. Ils ne supportent plus la domination du dollar sur l'économie mondiale. Et troisièmement, ils ne supportent pas cette loi d'extraterritorialité du droit américain dans tous les pays du monde dès lors qu'on commerce en dollars ou qu'on a des filiales d'entreprises qui sont des filiales américaines ou qui travaillent avec des entreprises américaines ou des filiales américaines. Et dans ce basculement-là, d'ici 2030, les pays qui se sont réunis à Hiroshima, c'est-à-dire le G7 dimanche, vont demain faire à peu près 20% de la population mondiale, le reste ce sera les autres pays. Les pays dits des BRICS, Brésil, Afrique du Sud, Inde, Chine, Russie, qui vont s'élargir, sont les pays qui demain vont produire plus de 50% des richesses mondiales. Donc la question, tous les rapports de la CIA maintenant depuis un certain nombre d'années, et le dernier le dit, les scénarios, proposent toujours 4 scénarios au président américain. Tous les scénarios alertent le président américain, il l'avait fait également pour Obama, il en fait pour d'autres avant, sur cette question-là. C'est-à-dire la dépendance des États-Unis, du pétrole, s'il y a de nouvelles alliances, le pétrole des monarchies du Golfe, les capacités militaires, les capacités économiques. Et évidemment, dans l'ensemble de ces scénarios, il y a toujours ces alertes. Et donc les Américains n'ont aucune raison à ce que la guerre s'arrête. Parce que le capitalisme nord-américain, numérique, du transport, de l'agroalimentaire, des armements, il a besoin que ça continue. C'est-à-dire que la recomposition du capitalisme international se fait sous nos yeux, enfin nous ne le voyons pas comme ça physiquement, mais il est en train de se faire sous nos yeux au sein même de la guerre. Et il en est de même en Russie, il en est de même ailleurs, il en est de même dans l'Union européenne. Mais dans l'Union européenne, elle est dominée aujourd'hui. Pourquoi, je prends un exemple, simple exemple, pourquoi on a torpillé le gazoduc Nord Stream? Ce pas les Russes qui l'ont fait. Les Russes, ils n'ont pas besoin de torpiller des gazoducs, ils avaient le robinet, ils n'avaient qu'à le fermer. On a torpillé le gazoduc Nord Stream pour priver les Allemands d'énergie pas trop chère pour leur industrie automobile. Donc on tente le combat intracapitaliste.
on tente d'étouffer l'industrie automobile, le capitalisme automobile allemand, si vous voulez, au profit de General Motors. Comme aujourd'hui, on bousille l'embryon d'industrie de la défense. Ils parlent tous les matins d'industrie de la défense européenne. C'est du blablabla avancé, puisque qui fournit les avions, les F-35, les 16 F-35 aux Allemands, 6 aux Suisses, 7 aux Belges? Ben, c'est Lockheed, l'entreprise américaine, aux dépens de l'avion de combat européen. Moi, je ne suis pas pour les avions de combat, je fais une analyse. Ainsi de suite. L'agroalimentaire est dominé aujourd'hui par 5-6 firmes, 4 sont nord-américaines. Le numérique, je ne vous en parle pas, c'est la domination totale. Mais le numérique, ce n'est pas rien. Parce que celui qui a le numérique aujourd'hui, il a tout. Il contrôle tout. Les données. Par exemple, on dit, on fournit des canons César aux Ukrainiens. Oui, on va en fournir 17. Mais ce qu'on ne dit jamais, c'est que le fameux canon César ne peut pas marcher sans que les Américains nous fournissent le système Google de repérage. On fournit des avions, mais l'avion, c'est pas comme acheter une Renault 5. Il n'y a pas dans la boîte à gants le mode d'emploi. Les Américains, quand ils vendent un appareil, ils ont la technologie et ils ont le système de pilotage au Pentagone quasiment, en tout cas dans l'entreprise qui l'a fourni. Donc ce qui est en train de se passer est redoutable. Donc il y a une bataille Occident capitaliste contre une série de pays qui sont en train de s'allier de plus en plus. Il n'y a pas de pays là-dedans qui sont sur la voie qu'on pourrait appeler du socialisme ou du communisme. C'est pas ça du tout. Et la Turquie n'est pas fréquentable, l'Iran n'est pas fréquentable. Seulement, ils vont se retrouver là contre cette domination nord-américaine. Et donc, ce ne sont plus des blocs qui se constituent, c'est des accords partiels sur un certain nombre de choses parce que la domination américaine ne convient pas. Et les Américains se refont en faisant de l'Europe de plus en plus leur chasse gardée, en tentant de revenir en Amérique latine, en basculant les quelques gouvernements de gauche. C'est très difficile pour le Mexique, pour Lula ça va être très difficile, et aussi dans l'Indo-Pacifique, c'est-à-dire le combat contre la Chine est très important. Et l'affaire de Taïwan, j'ai dit tout à l'heure, est un prétexte, et pas seulement un prétexte, c'est que Taïwan détient 60% des composants qui servent aux matériaux nouveaux qui sont en train de se faire aujourd'hui, et donc c'est un enjeu de guerre intracapitaliste considérable. Donc cette nouvelle phase dans la mutation du capitalisme est extrêmement importante dans le cadre d'un recul, en quelque sorte, de l'Occident capitaliste. La stratégie de Poutine, de son côté, elle élargit la guerre. Elle élargit la guerre aux frontières de la Russie même. Ce qui rend très explosive la situation. Très explosive. D'un autre côté, il y a des théories au Pentagone, il y a notamment un groupe au Pentagone, enfin pas seulement au Pentagone, à la Maison Blanche aussi, qu'on appelle le groupe de Kagan, mais Poutine a les mêmes, qui dit en gros, profitons de ce qui se passe là pour diviser la Russie en 5, la partition de la Russie. Mais les amis chinois ont à peu près le même raisonnement. La Chine veut mettre la main sur la Sibérie. Donc, c'est ce dont nous parlons, c'est très évolutif, très complexe, très... Et donc le débat sur la sortie de guerre, terminé par là, pour ne pas être trop long, je ne vais pas pouvoir développer ce que je trouve, moi, très important, c'est la sécurité humaine globale. La question d'agir aujourd'hui pour la sortie de la guerre et pour un cessez-le-feu, il est rendu difficile. On le voit bien quand on discute dans nos familles, sur les marchés, au travail. Vous connaissez ça. On a cette difficulté pour ces raisons-là, pour une raison de pression idéologique et politique, pour la raison que Poutine ne fait aucun geste
Au contraire, quand on lui dit de s'asseoir autour d'une table, lui, il bombarde le lendemain. Même quand l'autre jour, l'émissaire chinois était à Kiev, il a bombardé Kiev. Il y avait l'émissaire chinois. Alors je pense qu'il a eu un coup de fil dans le quart d'heure de Xi, et ça a mal tourné, mais quand même, ce n'est pas la manifestation d'une volonté de paix. Et on prépare de part et d'autre ce qu'on appelle la grande offensive. Et dans les médias, on veut faire de nous des petits stratèges de guerre. Mais il faudrait être des stratèges de paix, plutôt. Comment on trouve ça? C'est très difficile, très compliqué. Parce qu'il peut y avoir des évolutions. Il y a toute la partie Est aujourd'hui, là où on n'a pas respecté les accords de Minsk. Pour moi, les accords de Minsk pourraient être la petite feuille sur laquelle on pourrait rediscuter. Mais il y a un autre endroit, très dangereux, c'est la Crimée. Si un avion de combat emmène une petite bombinette sur la Crimée, ça change la nature du conflit. Les Américains essayent d'éviter ça, parce que vous savez, la Crimée a une histoire très particulière, depuis Khrouchtchev. Et donc, ça, c'est très dangereux. Mais en tout cas, nous devons, moi je crois qu'il faut militer pour ça, pour un cessez-le-feu, trouver un chemin de paix, ne pas humilier, quoi que nous pensions par ailleurs. Humilier Poutine, c'est revenir à ce que nous avons fait à la fin de la Première Guerre mondiale, et ça recommencera. Donc il faut un traité de paix, mais plus loin, il faut un traité de sécurité européen et de désarmement. Et ce traité ne peut pas être que européen. Il faut absolument associer les autres pays. Il faut associer les pays d'Amérique latine, il faut associer évidemment les Européens, la Chine, la Russie, l'Ukraine et les Américains, bien sûr. Mais il faut d'autres pays. Parce que si nous n'avons pas d'autres pays, notamment l'Amérique latine et l'Afrique, ce sera un débat entre OTAN et Russie. C'est-à-dire, c'est la poursuite de la guerre, une guerre éteinte, si vous voulez, entre OTAN et Russie. Or, le seul moyen de se débarrasser de l'OTAN, c'est d'aller vers un traité de sécurité commune européenne et de désarmement qui devrait se généraliser à l'ensemble du monde. Sinon, la situation restera difficile. Donc ça, c'est une grande question. Et évidemment, la question d'avancer vers le désarmement, c'est-à-dire prendre le chemin contraire d'aujourd'hui, doit être un objet de combat. C'est ce que fait le mouvement de la paix, ce que font d'autres forces, dont vous, là où vous militez, vraisemblablement, dans les partis ou les associations où vous militez. Mais un mot quand même, tant que les gens n'auront pas à manger, tant qu'on ne traitera pas de la question climatique, de la question hydrique, de la question alimentaire, de la question de la santé, nous aurons des foyers de tension. On voit ce qui se passe au Soudan en ce moment et dans d'autres endroits. Bon, l'accord avec l'Arabie Saoudite va peut-être calmer ce qui se passe au Yémen, mais ce qui se passe au Yémen est désastreux, comme ce qui se passe au Soudan. Donc il y a un lien entre l'insécurité humaine et la guerre. Et il y a un lien entre la guerre et l'insécurité humaine, parce que la guerre accentue les insécurités humaines en ce moment même. On l'a bien vu pendant la période de la pandémie, quand on s'est battu pour la levée des brevets pour les médicaments et le vaccin, les pays qui ne l'ont pas eu, c'est les pays précisément qui aujourd'hui ne votent pas ni pour ni contre à la résolution de l'ONU, parce qu'ils sont méprisés. Ils sont méprisés. Pourquoi ne pas donner un vaccin universel, y compris gratuitement? Si on est pour la sécurité humaine, c'est ce qu'on fait. Si on est pour la sécurité humaine, on emmène à manger à tout le monde. Il y a de quoi donner à manger à tout le monde. Mais le fait de mettre l'alimentation, l'agriculture dans un marché mondial en faisant calibrer le prix du blé tous les matins, du maïs, du tournesol à la bourse de Chicago, fait que des gens ne pourront pas manger. C'est évident. Sans compter le fait que les blocus qu'on connaît de ci, de là, Cuba, mais aussi d'autres, et là, ça s'est amélioré. Il y a un couloir pour sortir des céréales d'Ukraine et de Russie, mais quand même, il y a eu cette tentative de blocus.
Et aujourd'hui, on a une augmentation de la faim dans le monde. Et comme ça, je pourrais multiplier une série d'exemples, mais bon, j'avais promis de ne pas être trop long et je le suis déjà. Merci pour cette intervention riche. Donc maintenant, la parole est à vous. Oui. Oui, et puis nous refermons après. Allez-y. Oui, oui. Savoir qui te laisse. Oui, oui, Madame Cornet, elle passera après. D'accord, excusez-moi. Je voudrais être assez rapide. Bon, je voudrais indiquer, moi je suis membre du Parti ouvrier indépendant, militant trotskiste. Je suis assez connu sur Moleson, en commenterie. Ce que nous avons commencé à faire dans cette situation qui vous avez parfaitement bien décrite, il faut quand même le dire. Alors j'ai pris un petit texte, mais ce que je veux dire, c'est que nous avons travaillé pendant toute notre direction, pendant le dernier trimestre 2022. On avait fait déjà des visios européennes. On a avec, dans la plus grande diversité, à titre tout à fait personnel, pour les signataires, un appel halte à la guerre, que j'ai ici, que si certains le veulent, je peux leur donner, un texte qui est d'ailleurs à signer. Moi je propose qu'on puisse le signer, qui dit en gros qu'il y a un danger mortel contre tous les peuples d'Europe et ceux qui les continents, que c'est la marche à la barbarie, que la guerre de Poutine comme celle de l'OTAN n'est pas notre guerre. Nous ne sommes en guerre ni avec le peuple russe, ni avec le peuple ukrainien. Nous voulons la paix pour ces deux peuples et pour le monde entier. En envahissant l'Ukraine, Poutine s'est lancé dans une aventure criminelle et sans issue pour le peuple russe et le peuple ukrainien. Poutine ne défend pas le peuple russe. Nous avons affaire à des bureaucrates, aussi bien ukrainiens que sortis de l'ère stalinienne, ukrainiens et russes de la même façon, qui ne sont pas sous le capitalisme, dans la mesure de leurs moyens et d'une manière particulièrement mafieuse. L'Ukraine est toujours connue comme le pays le plus corrompu qui ait jamais existé. Nous condamnons donc l'escalade guerrière de l'OTAN, nous exigeons le retrait des troupes de tous les pays de l'OTAN. Alors, qui peut penser une seule seconde que le gouvernement, le pays capitaliste, impérialiste, dominant, les USA, peuvent défendre les peuples russes ou le peuple ukrainien, lui qui a mené les guerres partout avec son OTAN, qu'il s'agisse de la Yougoslavie, de l'Afghanistan, qui a toujours, depuis le début, depuis que la Chine a dit nous, on fait le socialisme en 1949, on fait une révolution, et ben on a commencé la guerre de Crimée, puis la guerre de Vietnam, la guerre d'Afghanistan, toutes des guerres pour encercler la Russie et la Chine, qui sont devenus certes des pays capitalistes, mais la crise de l'impérialisme incapable de gérer l'humanité, c'est que ils sont à la fois concurrents et ils se rendent beaucoup de services. On l'a vu en Syrie, en particulier, mais pas seulement. Bon, donc cette guerre sert à dresser les peuples les uns contre les autres, et nous ne pouvons pas accepter, et nous demandons donc le cessez-le-feu immédiat et que la guerre s'arrête. Sinon, à quoi cela se poursuit? Alors c'est un texte qui est sorti le 21 décembre 2022, qui était signé par des militants à titre personnel extrêmement divers, notamment la France, mais tous les pays, 14 pays européens, et un certain nombre de pays également d'Asie, d'Afrique, parce qu'eux aussi sont touchés par la guerre. C'est vraiment la guerre mondialisée, effectivement. Et que donc, nous lançons un cri d'alarme, cette escalade peut conduire à une catastrophe mondiale, nous n'en serons pas complices, nous lançons un appel à tous les travailleurs et militants d'Europe à unir leurs forces pour stopper cet engrenage mortel, cette boucherie, pour l'arrêt de la guerre et un cessez-le-feu immédiat. Alors,
moi, ce que je voulais dire, c'est que le G7 qui se réunit avec Hiroshima, qui est le symbole de la barbarie impérialiste, avec Zelensky en vedette américaine, hein, on a vu 15 jours plus tôt Biden dire au gouvernement japonais: il y a un article dans votre constitution qui ne me plaît pas, parce que les Japonais ils ont tiré le son de ce que leur arrivait en 1945, hein, un article pacifiste. Hein, Obama avait déjà compté ça aussi. Hein, et comme les Allemands, avec le serment de Buchenwald, hein, il y a une tradition pacifiste allemande maintenant, hein, et que ceci... alors tout le monde parle de la paix. Macron parle de la paix. Hein, Zelensky parle de la paix. Au sommet pour la paix. Un pas pour la paix, ce sommet du G7. Tout le monde est pour la paix, la main sur le cœur. Mais tout le monde s'arme. Tout le monde prépare l'offensive ou la contre-offensive. Hein, bon, donc les dominos se mettent en place. Ils cherchent des alliés. Hein, ça fait penser au début de 1914. Où va-t-on? Hein, alors pour ma part, je pense que l'aspect économique, écologique, social, sécuritaire, tout ça, mais finalement, quelle est leur origine? C'est le même problème, c'est la question de l'impérialisme, hein, qui domine toute l'humanité. Hein, et que tous ces aspects, par quel bout qu'on les prenne, c'est la question du pouvoir, la question de... Voilà. Alors, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons donc mis sur place, très difficilement, avec beaucoup de négociations, 375 initiateurs de 14 pays européens, vous les avez dans l'appel, hein, et des milliers d'autres depuis. Alors, il faut une force politique dans ce pays, considérable, parce que les pressions, elles sont fantastiques. Rappelons ce que c'était le 30 novembre à l'Assemblée des députés en France. Le gouvernement a présenté une résolution de soutien à l'Ukraine avec envoi de munitions. Unanimité des députés, le 30 novembre. Une abstention, les insoumis. Hein, donc, les choses ont évolué depuis, sous l'angle que ça devient de plus en plus dangereux. Hein, alors, il faut, la question d'être indépendant des gouvernements est importante. Hein, le 15 février, il y a eu l'anniversaire de l'attaque de Poutine. 67 organisations ont appelé pour regrouper quoi? Peut-être 20 000 militants sur tout le pays. Mais pourquoi? Renaissance aussi appelé à cette manifestation. Donc dire aujourd'hui, le seul ennemi c'est Poutine, et il faut défendre là aussi l'Ukraine, donc il faut faire la guerre. Il faut voter les cris de guerre, et les choses elles ont évolué parce que notre appel, parmi d'autres, qui s'oppose à aucun autre appel, hein, je veux dire, il a fait son chemin. Et ce que nous avons vu aussi, il fallait s'appuyer sur les mobilisations, parce que je ne sais pas, en France on n'a peut-être pas de base américaine, on a peut-être des partis différents, mais enfin il y a eu des mobilisations de masse en Grande-Bretagne, à Rome, à Gênes, où des milliers de dockers ont dit on ne fera pas passer les munitions en Ukraine. Il y a eu 20 000 Génois et Italiens qui ont manifesté il y a quelques semaines. En Allemagne, à l'appel d'une députée Die Linke d'opposition, 50 000 manifestants. Et à Berlin, à la porte de Brandebourg, et 20 dans 20 autres villes également. Hein. Au Danemark, hein, une grève générale de 24 heures très suivie, hein, parce qu'on a dit, pour augmenter le budget, pour le passer à 2 ou 3%, il faut supprimer une journée de congé. Les Danois ont dit, hein, ils ont lié le problème, leur problème quotidien au problème de la guerre. Non, on ne donnera pas une journée de congé pour la guerre, pour financer la guerre. Ça aussi, ça fait partie du combat contre la guerre. Alors voilà ce que nous avons fait à notre échelle. Hein. Alors nous avons passé un accord avec, enfin un accord, on est totalement en accord avec le mouvement pour la paix. Hein. On en a discuté sur la question du plan de programmation militaire de 413 milliards. Et ce qu'a fait la directive, enfin la résolution adoptée par le mouvement de la paix, elle nous convient parfaitement dans son contenu. Parce que c'est aussi ça la question, que vont faire les partis, les députés à l'Assemblée nationale?
Est-ce qu'on va faire comme dans le temps, on disait, on vote les pouvoirs spéciaux, mais on croyait que c'était pour la paix? Est-ce qu'on va voter 413 milliards pris sur les hôpitaux, pris sur l'école, et sur tout le reste, les services publics? Est-ce qu'on va de nouveau dire, bah c'est peut-être pas... là, on est en danger, il faut donc gonfler l'armée? Est-ce qu'on va jouer ce jeu-là? C'est une question qui se pose et que je ne pense pas. Alors, je vais terminer pour dire que, bon, la France est passée de la 3e à la 2e place en 2021 dans les pays de la vente d'armes. La guerre, c'est les jeunes. Le service national universel, il avance ses pions, Macron. Après le blocage et le renvoi des villages saluts qui ont circulé de la France, qui ont été disloqués, où même le ministre n'a pas pu se déplacer, il est proposé aujourd'hui à la secrétaire d'État des stages de cohésion 12 jours en uniforme sur le temps scolaire pour les élèves de seconde dès la rentrée 2023. C'est ça la guerre. Et ce sont les enseignants eux-mêmes qui les inscriraient dans le cadre du pacte enseignant, s'il y a des enseignants, ils savent ce que ça veut dire, avec prime à la clé. Et ce stage serait valorisé sur Parcoursup, dont tous les étudiants demandent la suppression, et pas seulement les étudiants. Donc tout ça se tient. Les syndicats ont dit non à cette dernière proposition, mais ce n'est pas le cas partout. Voilà. Donc, je termine pour dire que nous avons pris des contacts partout, au Forum des résistances ouvrières, nous avons également travaillé avec ce qu'a fait le mouvement de la paix en Haute-Provence. Nous travaillons, nous faisons des réunions publiques, nous nous invitons, ou c'est nous qui invitons, et de plus en plus, localement, pour l'instant, des partis, des associations se réunissent pour qu'enfin on puisse lever et qu'on puisse un jour, le plus rapidement possible, avoir des manifestations de masse comme dans les pays que je cite. Merci. Voilà, c'est un texte que je propose et qui est assigné pour une petite remarque. Une petite remarque, la résolution à l'Assemblée nationale n'a pas été votée par la moitié des députés communistes, et la même résolution au Sénat, proposée d'ailleurs par un sénateur de votre département, M. Maluret, a été votée. Tous les sénateurs communistes ont voté contre. Donc, je veux bien entendre beaucoup de choses, mais comme vous le répétez partout, je fais partout cette mise au point. Madame Cornet. Je ne vais pas m'exprimer très longuement. Je voudrais juste dire à l'orateur que c'était très intéressant ce qu'il a présenté et que ce qui m'a bien convenu particulièrement, c'est que vous introduisiez bien les circonstances très particulières qui ont généré cette guerre. Parce qu'en effet, on est lancé dans les médias à ne dire les choses que d'une seule façon. Donc vous avez introduit les conditions qui font que c'est pas si simple. C'est assez complexe cette affaire-là. Et j'apprécie la façon dont vous présentez bien cette complexité. Donc c'est facile de dire il faut qu'au, mais alors vous avez fait des propositions en finale pour essayer d'être positif. C'est pas facile à mettre en œuvre, mais c'est une ouverture. Donc moi je vous remercie de votre exposé. Merci. D'autres questions, oui, Pierre? Alors, moi ce que je trouve déjà très intéressant quand même dans l'univers, déjà le propos de Patrick Le Yarrick, enfin pour ceux qui ont déjà eu l'occasion d'écouter Patrick Le Yarrick, c'est quelqu'un qui vous porte et qui vous donne une énergie, et c'est un peu possible quand on sort d'une conférence avec Patrick Le Yarrick ou d'un congrès, on repart, voilà. Et donc là, sur la question d'Ukraine, déjà je trouve que pour commencer, vous avez très bien commencé, parce que oui, il y a une agression de la Russie qui a franchi la frontière d'un pays indépendant avec son armée, et à partir de ce moment-là, on est quand même dans une situation qui rend Poutine et le gouvernement russe quand même un peu responsables, même s'il y a tous les éléments autour. Et il y a cette question de l'Ukraine. Effectivement, on n'imagine pas les États-Unis accepter que l'armée russe soit à la frontière mexicaine. Ça, c'est bien évident. Après, il y a effectivement ce qu'a développé notre camarade, mais comment d'un seul coup, nous, on sensibilise les gens au combat contre la guerre, que la guerre, c'est quand même
le malheur et la perpétuation du malheur au service d'intérêts financiers, puisque finalement c'est toujours les mêmes qui s'enrichiront de la guerre et toujours les mêmes qui seront perdants, c'est-à-dire en ce moment c'est les populations civiles, c'est des jeunes hommes et des jeunes femmes qui meurent sous les bombes, c'est quand même dans tous les cas, d'ailleurs c'est quand même ça la réalité, c'est comment d'un seul coup on arrive à influer une forme de pacifisme. Alors après, bien évidemment, il y a toutes les raisons impérialistes, toutes les raisons qui font que la guerre elle arrive, qu'elle s'installe, que des forces l'entretiennent et qu'il y a des conflits à travers l'histoire depuis toujours. Mais je crois, moi, quand la guerre en Ukraine s'est déclenchée, je travaillais dans un collège. Ce que vous dites, par exemple, l'Ukraine est un pays corrompu dans tous les sens du terme. La Russie a tout fait pour que ce pays aussi, pour manipuler les différents chefs de gouvernement ou les monter les uns contre les autres. Il faut observer le processus électoral en Ukraine depuis 20 ans, c'est quand même assez intéressant. Le vainqueur d'avant met celui de l'autre en prison, ensuite il le met Premier ministre. Enfin, c'est une histoire, et là on se rend bien compte qu'il y a tout un tas d'interventions extérieures qui créent un chaos politique et qui empêchent à ce pays aussi une forme d'indépendance. Je travaillais dans le milieu scolaire quand la guerre elle s'est déclenchée, et Zelensky, qui était ce comédien, qui était qui était quand même, qui paraissait quand même, et qui est cité dans les Panama Papers et tout, et ben moi j'ai trouvé que, ça va sûrement pas plaire à tout le monde ce que je vais dire, mais que ce chef d'État, vous savez, on dit un peu souvent, on ne naît pas héros, on le devient. Bon, il s'est retrouvé dans une situation, il aurait pu fuir, les Américains ont proposé d'exfiltrer immédiatement, il a refusé. Moi je pense qu'il faut soutenir l'Ukraine et en même temps proposer une solution, mais c'est là où était intéressant l'intervention de la Chine et où la Chine peut avoir un rôle prépondérant parce que la Chine n'a pas non plus intérêt au chaos mondial, notamment aussi économiquement. Je crois qu'il faut, à un moment, il faut appeler un cessez-le-feu à des négociations qui seront portées par l'ONU. Comme dans n'importe quelle négociation, il va falloir que certains lâchent. Peut-être, on parle souvent dans les débats. Alors après, comme vous disiez, on est tous experts de la Crimée, LCI nous fait tous les soirs, une grande émission. Mais c'est vrai qu'on regarde quand un conflit de base, on est en conflit avec quelqu'un. Il va falloir que tout le monde lâche un petit peu, et peut-être qu'effectivement la question de la Crimée, qui est au cœur de l'histoire russe, et c'est toute la complexité aussi de ce terrain, et ce qu'on ne s'imagine pas à cet endroit quand même qu'est l'Ukraine, c'est que depuis 1000 ans, cette petite bande, zone tampon, c'est l'endroit où en Europe il s'est passé les pires horreurs. Enfin, c'est une zone qui a toujours été saccagée, où les populations ont toujours été martyrisées, par tous, par Staline, par tous. Et donc, je pense qu'effectivement, il faut pousser vers la négociation, il faut pousser vers un cessez-le-feu. La seule solution pour arrêter ça, c'est la négociation. Pour arriver à la paix, c'est la négociation. Et je pense qu'il faut vraiment porter tout ça tout en ayant conscience de la complexité du problème et que très peu de gens maîtrisent la complexité de ce problème. J'espère, avec pareil à mon niveau, avec le peu de connaissances que j'ai, avoir été à peu près. Merci. Un autre Pierre, pardon. Bonsoir à toutes et tous. Comme j'ai apprécié les éléments apportés par Patrick Le Yarrick, sachant que effectivement la situation est très complexe. Mais les tenants de cette guerre, comme de tous les conflits qui existent dans le monde aujourd'hui, font en sorte que ce soit aux yeux des gens inextricable et qu'il n'y ait pas de solution par le haut et qu'on entretienne les intérêts capitalistes qui sont les uns contre les autres, mais avant tout par domination nord-américaine. Et voilà, on cherche à empêcher toute solution pacifique et toute solution par le haut. Alors je crois que ça va être très compliqué
d'expliquer dans le détail aux gens les situations historiques, etc. etc. Moi, je pense qu'il faut qu'on revienne à des enjeux essentiels. Il n'y aura pas de solution sur cette planète par la guerre, et notamment aujourd'hui, où les enjeux et les défis sont sur la survie ou non de notre humanité. Je pense que ça, les gens peuvent le comprendre. Alors, il y a eu des guerres au cours de l'histoire, les civilisations sont construites aussi sur ces choses-là, mais aujourd'hui, phénomènes climatiques, phénomènes sociaux et économiques, les grands défis d'aujourd'hui ne pourront pas se régler par la guerre. La guerre aggrave tout, dans toutes les situations et dans toutes les conditions. Et donc, c'est par la paix, c'est par des solutions négociées, c'est par le respect, c'est par notamment les Nations Unies qu'il faut sans doute renouveler et régénérer, qu'il faut travailler, mais c'est par la paix qu'il va falloir en sortir. Et tous les va-t-en-guerre qu'on voit à la télé, là, qui jouent à la guéguerre en mettant les pions, en donnant son avis, il y a une bande de généraux là, en ce moment, là, hein, qui n'ont pas les galons et qui n'ont pas du tout la maîtrise, mais par contre qui ont l'idéologie de va-t-en-guerre pour alimenter l'idéologie qu'on veut faire absorber par les gens. Moi je pense que c'est sur des choses claires, essentielles, qu'il faut qu'on revienne. Et après découlera les conditions dans lesquelles peuvent se créer ça. Et il faut qu'on gagne ce terrain en disant non, non, il n'y a aucune solution de ce côté-là. Et on sort comme ça, on sort de la schizophrénie entre le choix entre Poutine et les Américains ou l'Europe capitaliste. Et même les Chinois, dans leur stratégie d'affrontement, malgré tout. Donc la solution par le haut, avec le respect des peuples, c'est bien répondre aux grands défis de notre époque, à savoir le climat, les moyens de vivre des milliards d'individus qui sont sur cette terre. On ne peut plus aujourd'hui, avec 8 milliards d'individus et bientôt 11, etc., régler les problèmes à la va-vite par la guerre, parce que ça prend, y compris avec les outils de guerre qu'il y a aujourd'hui, mais bien par une sortie par le haut pour régler d'abord et avant tout ces problèmes. Et si on va dans la résolution de ces problèmes, c'est là qu'on va parler à la vie des gens. Si on veut régler ces problèmes, c'est pas par la guerre. La guerre, elle va aggraver. Donc il faut trouver d'autres solutions, et tous ensemble. Merci. Olivier ? Oui. Oui, rapide. Oui, c'est ça, je vais essayer d'être rapide. Je vais être rapide. Il a été dit dans différentes interventions et par Patrick Le Yarrick, hein, que les causes d'une guerre sont multiples, et de la guerre aujourd'hui en Ukraine. Et parmi, mais une des causes fondamentales, c'est notamment la concurrence entre les grands pays ou les grands blocs de pays au point de vue pour conquérir les marchés et la concurrence interimpérialiste. Il a été dit que, notamment, avant 1914, donc, toutes les conditions ont été réunies, notamment pour aboutir à la guerre, jusqu'à, y compris l'assassinat de Jaurès. Et, bon, et en même temps, il y a eu une volonté d'essayer dans un certain nombre de pays, de réunir des forces pour essayer de mettre fin à l'hécatombe, au massacre qu'a été la Première Guerre mondiale. Je rappelle quand même plus de 100 millions de morts. Et il y a eu notamment parmi ces tentatives pour rassembler les forces, un certain nombre de conférences, notamment internationales socialistes, qui sont réunies, d'abord à Zimmerwald en Suisse, puis l'année suivante à Kiental, toujours en Suisse. Et parmi ceux qui étaient présents à Kiental, il y avait 3 députés français qui étaient à titre personnel, qui n'étaient pas mandatés, parce que les délégués qui devaient aller de la minorité socialiste contre la guerre, on leur a refusé les passeports. C'était ces 3 députés, Pierre Brisson, Jean-Pierre Raffin-Dugens et Alexandre Blanc. Et finalement, la discussion a été
c'est suffisamment fructueuse pour confier la rédaction du manifeste de Kiental pour mettre fin à la guerre, pour une paix sans annexion, a été confiée à Pierre Brizon. Et de retour de Kiental, Pierre Brizon, avec les deux autres députés qui étaient aussi avec lui à Kiental, ont annoncé le 24 juin 1916 leur refus de continuer à voter les crédits de guerre, crédits qui étaient votés mensuellement. Ensuite, il a continué par son action parlementaire, aussi par le journal Lava qu'il a édité à partir de janvier 1918, de continuer à essayer de rassembler les forces pour essayer de mettre fin à l'hécatombe. Je dis ça, voilà, bon, je ne vais pas être plus long. Le 24 juin, le 23-24 juin cette année, on fêtera le 100e anniversaire de la mort de Pierre Brizon, le rédacteur du manifeste de Kiental, celui qui avait refusé, avec deux autres, les seuls à avoir refusé de continuer à voter les crédits de guerre. Donc il y aura, pour le 100e anniversaire de la mort de Pierre Brizon, l'association des Amis de Pierre Brizon, que je préside, organise 2 journées Pierre Brizon, une journée d'études qui aura lieu le 23 juin et une journée Franchesse commémore Pierre Brizon qui aura lieu le 24 juin, donc j'en profite ici pour parler, et où notamment il y aura, notamment la journée d'études, différentes interventions, et il y aura tout un débat qui posera la question. C'est le thème de ce 3e débat qui aura lieu dans la journée. Halte à la guerre hier 14-18, aujourd'hui Ukraine et demain. Bon, voilà, donc je pense que cet événement est important, voilà, et ça sera l'occasion de poursuivre ces discussions qui sont menées aujourd'hui notamment, et j'espère encore plus largement. Merci. D'autres interventions? Oui. Pardon, excuse-moi. Moi, simplement, j'ai vraiment apprécié cette introduction, plus qu'une introduction, c'était tous les éléments que Patrick nous a donnés ce soir. Parce que pour être des militants de la paix, c'est bien quand même qu'on ait une base un peu de connaissance des grands enjeux auxquels on est confronté au niveau international. Je pense que ça peut quand même nous aider. L'autre chose aussi, parce que j'ai entendu un mot qui me gêne beaucoup, dans les gens qui sont intervenus, c'est notre guerre. La théorie qui consiste à dire, en gros, c'est pas notre guerre, je pense que c'est pas comme ça qu'on peut aborder la question auquel on est confronté. Parce que c'est notre monde. Et qu'à un moment ou à un autre, ce monde qui est en train d'évoluer avec tous ces éléments, on a besoin de s'en mêler. Et on a besoin d'aider les gens à s'en mêler. Parce que ce qu'on peut remarquer quand même, c'est que les gens sont très spectateurs de cette situation-là. Malheureusement. Malheureusement. Moi je dis ça parce que je trouve qu'on doit s'interroger sur ça. Comment rendre les gens acteurs dans ces moments-là. Et je pense qu'effectivement, il y a des dimensions qui restent liées à la vie des gens aujourd'hui, avec plein de contradictions. On est dans un département, on a fermé des dizaines de classes. Et en même temps, pour faire une dizaine de classes au nom d'un certain nombre de réalités, etc., on nous annonce 40% d'augmentation du budget d'armement. Je trouve qu'il y a des choses à faire résonner aujourd'hui dans des moments comme ça. Et en même temps, alors ça c'est aussi les aspects contradictoires, mais ça veut dire qu'il faut qu'on se dise ces questions-là de manière intelligente. Moi je connais une entreprise sur le bassin munitionnaire qui vit de l'armement, et dont les salariés sont en train de se dire il y a un truc qui est en train de se passer, ça va peut-être nous intéresser, quoi.
Donc comment on cause? Et on ne peut pas les insulter, parce que c'est des gens avec un haut potentiel technique, technologique, et je trouve que ça donne nous les interpeller. C'est en ça que je pense que la question, c'est de revenir sur les défis auxquels notre monde est confronté. Parce que quand on est salarié dans une entreprise, de cette compétence-là, on peut participer aux défis mondiaux auxquels on est confronté. Je dis ça parce que c'est ça qui me semblait aussi important de dire. Voir les choses et commencer à décrypter les choses, comme l'a fait Patrick, c'est quand même aussi aider à ce que les gens ne vivent pas la situation mondiale. Enfin, moi, le sentiment que j'ai aujourd'hui, c'est que les gens sont figés parce que le monde paraît complètement anxiogène. Il y a le sentiment que ça leur échappe complètement, toute cette situation. Donc le combat des pacifistes aujourd'hui, quelle que soit leur sensibilité, leur vision des choses, etc., c'est pas de dire, comment je vais dire, en rester au bout d'un vote à l'Assemblée nationale. C'est aussi de se poser la question et d'aider à comprendre ce monde dans lequel on est et de trouver les voies pour s'en sortir aujourd'hui. Parce que sinon, je pense que on donne pas les éléments, on donne pas les éléments de confiance pour aider les populations à intervenir. Parce que moi, je pense qu'il faut quand même aussi avoir le pied sur terre. On a sacrément reculé sur ces questions-là. Et pour anecdote, d'ailleurs, les pèlerins de Quettal, Pierre Brison, à la création du Parti communiste, il avait pris sa carte au Parti communiste français en 1900. Je rappelle ça. Parce que c'est un parti qui s'était construit sur la paix, l'exigence de paix aujourd'hui, et pas seulement sur la nouvelle création de l'Union soviétique en 1917. Voilà. Je voudrais répondre juste un point, Joël. Je lis là, dans Planète Paix, que l'industrie de l'armement développe moins de richesses que les industries traditionnelles. Hein? Donc c'est contre-producteur de s'appuyer sur une hausse du niveau de vie par rapport à l'industrie militaire. Juste pour te répondre sur ça. Non, c'est pas une réponse. Je comprends ce que tu veux dire. Le seul problème, c'est comment tu en parles aux salariés. Eh ben oui. Ça, je l'ai fait ça. Oui, les salariés. D'autres interventions? D'autres remarques? Oui, si tu veux. Là. Oui, Richard. Oui. Il est évident que la pensée unique diffusée par les médias n'aide pas à y voir clair. Cependant, moi, je m'interroge un peu sur le silence absolu, enfin un peu trop absolu pour moi, des différentes forces de gauche sur cette question. J'arrive pas à la comprendre. Alors, je la relis aussi avec un autre problème. La division de cette gauche face à une Europe qui entend devenir fédérale, qui entend devenir une Europe militaire. Donc je trouve que on devrait, et on pourrait s'exprimer, on devrait s'unir sur cette question. Ensuite, la solution, moi je partage tout à fait ce que tu as dit, je ne vois pas de solution possible hors un engagement, enfin un accord international sur le désarmement, sur ces questions-là. Et je pense aussi que l'Ukraine, on ne s'en sortira pas si l'Ukraine ne reste pas une zone tampon. On n'arrivera pas à une solution. Si l'Ukraine ne reste pas une zone tampon entre Russie et Occident. Voilà.
moi, quelques petites questions qui m'interrogent quand même. Parce que je pense que sur la question de la paix, même si on ne peut pas se livrer à des analyses, il n'y en a pas forcément les moyens de les diffuser, c'est nos analyses. Je pense qu'en matière d'affiches, en matière de tracts, on pourrait quand même, et on devrait intervenir. Or, je ne vois rien. Et ça me paraît totalement anormal. Merci. Oui, je vais prendre à l'envers un peu, sur ce sujet des partis de gauche. On retrouve les orientations différentes, voire divergentes, traditionnelles. Par exemple, sur la question de l'envoi des armes, il y a une différence. Les écologistes, une grande partie des socialistes sont plutôt pour, et puis dans l'intelligentsia socialisante ou social-démocrate, on est plutôt pour. Pour aussi désigner, faire l'impasse sur la question de l'OTAN, ou plutôt défendre l'existence de l'OTAN, qui a été renforcée d'ailleurs, je pense, de leur part, alors que par exemple le Parti communiste s'est prononcé contre l'envoi d'armes, est pour la dissolution, mais pas dans n'importe quelle condition, mais la dissolution de tous les blocs. C'est également le cas de la majorité des Insoumis, d'autres forces, le POI, le NPA, etc., d'autres forces. Et donc on s'est retrouvé dès le premier samedi du déclenchement de la guerre, le mouvement de la paix, le Parti communiste, la CGT, POI, NPA, je crois, enfin, à faire un rassemblement d'un côté, alors qu'il y avait d'autres rassemblements, notamment à Paris, par exemple, à la place de la République, il y avait un rassemblement porté par des forces socialistes, par Bernard-Henri Lévy, etc. Mais Bernard-Henri Lévy n'est pas un faiseur de paix, il est plutôt un fauteur de guerre. Donc on a toujours cette, plus que cette nuance, cette différence. Alors est-ce qu'on peut se joindre, est-ce qu'on pourrait se joindre à un moment? Moi personnellement je pense que oui. Je ne sais pas, c'est comme la résolution de la guerre, ce n'est pas facile, mais je pense que oui, en surplombant le débat sur la question de savoir dans quelles conditions on construit une paix mondiale aujourd'hui. Mais c'est des choses, c'est des différends qui datent de longtemps. Par exemple, pour pouvoir signer le programme commun, le Parti communiste a dû réunir son comité central pour approuver la force de frappe nucléaire. Il a rallié l'idée de force de frappe nucléaire à cette époque, alors qu'il était contre avant. Et bon, dans une volonté, un souci d'union, de débat qui est force de droite, il a fait cet effort. Il n'a pas changé depuis, mais il est depuis pour une maintenance. Mais moi, franchement, même là-dessus, aujourd'hui, il faut discuter. Est-ce qu'on reste parler entre nous sur savoir s'il faut maintenir le plateau d'Albion, ou s'il faut un grand processus international multilatéral de destruction des armes nucléaires? Est-ce qu'on peut, tout de la gauche, est-ce qu'on peut se mettre d'accord sur le fait que, et on est, je crois, j'ai participé à un colloque là-dessus au Sénat il y a plusieurs mois, je crois qu'on était, non, on n'était pas, il y avait notamment les écologistes et les socialistes, mais moi, dans cette réunion-là, et d'autres, moi je pense qu'au moins on pourrait être d'accord, si on arrive aux affaires demain, oui ou non, est-ce que la France est observatrice au traité d'interdiction des armes nucléaires, le traité d'Itian? Est-ce qu'on peut se mettre d'accord là-dessus? Moi je crois que oui, il y aurait des tensions, bien sûr qu'il y aurait des tensions.
Il y aurait des tensions entre nous, mais si entre nous on se met d'accord, on aurait des tensions avec d'autres pays, notamment les Américains. Mais ne faut-il pas avoir ces tensions? Oui. C'est quand Claude Chesson il reçoit l'ambassadeur américain après que le président américain dit « Grand malheur en France, ils acceptent des ministres communistes », il convoque Mitterrand, il dit « Mitterrand, mais qu'est-ce que c'est que ce bazar? Vous avez des ministres communistes ?» Chesson leur dit « Mais ils sont aussi fréquentables que les autres. » Alors il y en a un autre qui était un peu plus sympa, il a dit « Non, mais ce ne seront pas les petits télégraphistes que vous savez, etc. » Mais il faut aller plus loin aujourd'hui, on est au point aujourd'hui. Est-ce que la France, ce n'est pas rien? Est-ce qu'on revient aux valeurs fondamentales que vous avez exposées sur on est Jaurès, la naissance du Parti communiste, etc., le fondateur de paix. Moi, je crois qu'il faut essayer de surpasser nos divisions. Il y en a, il ne faut pas les nier. Il ne faut pas nier des difficultés non plus. Parce que sur une multitude, moi j'ai eu à travailler pendant la campagne des élections présidentielles pour faire le programme du candidat communiste. Sur ce chapitre-là, ce n'est pas si simple. Et même dans le débat au Parlement aujourd'hui, ce n'est pas si simple. Par exemple, tu as dit comment on parle aux ouvriers qui sont dans une industrie d'armement. Mais même aux gens en général. Parce que la loi de programmation militaire, les gens aujourd'hui, que disent les médias depuis lundi? Ils disent, oh là, le monde a changé. Ils disent, comme nous, le monde a changé. Nous avons l'Ukraine maintenant, donc il faut avoir des armes, sinon on ne peut pas se défendre. C'est-à-dire, ils sont dans une autre logique. Et donc, les gens, dans nos familles, les gens qu'on côtoie, ils pensent qu'au fond, le jeu en vaut la chandelle, le sacrifice vaut cette chandelle. Alors que s'inscrire nous-mêmes dans ce processus de surarmement ne peut porter que des malheurs. Pourquoi? Parce qu'entretenir la guerre, tu as parfaitement raison. Entretenir cette guerre, c'est détruire des services publics, ça c'est sûr. Mais entretenir cette guerre, on la sent quand on va aux courses le samedi. Parce que le panier, le caddie, il a augmenté, il augmente tous les samedis. Et il augmente pas du fait directement de la guerre, il augmente du fait que les grands spéculateurs et les grands magmas de l'industrie, des multinationales de l'industrie, ils profitent de la guerre pour augmenter les prix et donc pour pomper le travailleur, sans lui augmenter à due proportion son salaire, parce que les salaires ne suivent pas l'inflation. Sans bénéfice pour l'emploi. Donc, moi je crois qu'il y a une question entre progrès social, justice sociale et poursuite de la guerre ou pas. Par ce biais-là, moi j'ai fait des tests autour de ça parce que je crois un peu à ça. J'ai senti que, ah oui, ça marche. Il y a des choses, je ne vais pas convaincre tout le monde, sinon je ne serais pas là, mais il y a des choses qui peuvent être conduites. Parce que l'état de guerre générale, ça c'est une idée de Jaurès dans l'Armée nouvelle, dans le livre L'Armée, plusieurs livres qu'il a fait, qu'il a appelé l'Armée nouvelle. Il dit une réflexion profondément juste. Il a dit, mais la guerre, mais même la paix à l'état de guerre, c'est-à-dire dans le cas de surarmement, empêche les citoyens de penser à un projet de transformation sociale. Et donc le capitalisme international, à tout point de vue, il a les médias avec lui, mais même dans une situation objective, entre guillemets, de non-guerre idéologique, ce qui n'existe pas, mais admettons. Eh bien, les gens, tout de suite, ils pensent, mais oui, mais peut-être qu'on est menacé. Moi, je préfère payer plus cher le paquet de pâtes que de ramasser une bombe demain. Ça se comprend. Et donc, ce débat
politique assez approfondie, au fait, qui est compliquée. Hein. C'est plus facile à dire ici que dans la rue à côté. Hein. Ça, je vous le conseille. Mais il faut que nous travaillions quand même là-dessus, parce que ce sont des questions lourdes. Pour les travailleurs de l'armement, bon, d'abord, il y a quand même une chose. Pour l'instant, nous ne proposons pas le désarmement unilatéral. Il faudra bien, il faut bien produire de l'armement, mais pas de l'armement pour la projection extérieure. C'est de la défense nationale. Nous avons historiquement le concept de défense nationale. De Jaurès, de Gaulle, même Mitterrand, c'est le concept de défense nationale. Même quand Sarkozy nous met dans le commandement intégré dans l'OTAN, on est toujours là-dessus. Mais ça a basculé. Ceci a basculé assez profondément désormais sous Macron pour une multitude de raisons. Et puis il y a l'intégration européenne. Donc, mais il y a une deuxième question. Ça me permet d'aborder une deuxième question qui n'a en apparence rien à voir avec le sujet, mais qui pour moi est fondamentale. Elle est la suivante. Quelle est la souveraineté réelle des travailleurs sur leur travail? Je veux dire par là la discussion de la rémunération du travail et du sens du travail, mais je vais plus loin. C'est la souveraineté sur ce qu'ils produisent et ce qu'on donne à consommer. Par exemple, on dit, je prends un exemple, tu veux fermer telle industrie chimique parce que tu es contre les pesticides. Non, je ne veux rien fermer du tout. Moi, je veux que les travailleurs qui sont dans une entreprise d'industrie chimique et qui ont conscience que ce qu'ils produisent n'est pas favorable à la planète, je veux qu'ils puissent décider par eux-mêmes qu'on passe à autre chose. Et il en est de même dans l'industrie d'armement. Et moi, j'en sais quelque chose parce que vous savez, je suis de l'Orient et donc nous avions un arsenal de 4500 salariés. Il n'en reste plus un seul à Brest non plus. Donc les combats pour maintenir l'arsenal de l'Orient et dont la base de sous-marins, bon ben, on l'a fait. Mais déjà à l'époque, je vous parle d'une époque, je vous parle des années 80 ici. Mais déjà à l'époque, dans la CGT notamment, il y avait une discussion sur la manière dont on pouvait transformer un certain nombre d'industries d'armement vers de l'industrie civile. Il y avait des travaux là-dessus qui étaient... Mais moi, je tiens beaucoup à cette question. La souveraineté des travailleurs sur leur travail. C'est-à-dire que je pense qu'il faut aller au-delà d'une proposition qui est très juste, hein, de nouveaux droits pour les travailleurs dans les entreprises. Je suis d'accord avec ça. Mais moi, je suis pour un processus beaucoup plus élevé que ça. Parce qu'aujourd'hui, on ne résoudra pas des questions comme ça, on ne résoudra pas la question sociale, la question climatique, si les travailleurs, dans leur ensemble, partout où ils sont, n'ont pas la maîtrise sur le travail, sur les choix stratégiques. C'est une grande question, bon, c'est un aparté, mais c'est pour faire une discussion avec toi là-dessus. Après, je suis d'accord avec l'essentiel des choses qui ont été dites, donc je ne vais pas revenir. Dans les solutions à propos de la Crimée et du Donbass, c'est effectivement pas pareil, j'insiste là-dessus. Comment dire, si on revenait de part et... Parce que les accords de Minsk, le Minsk 1 et Minsk 2, les Ukrainiens n'ont pas voulu l'appliquer, ils ont mené la guerre contre les russophones, ça a fait 14 000 morts. Mais les Russes non plus n'ont pas voulu l'appliquer. Or, dans les accords de Minsk, il y avait quelque chose d'intéressant. On faisait 4 républiques autonomes qui avaient des représentants dans les 2 Doumas, dans les 2 parlements. C'est-à-dire, il y a des députés de ces 4 républiques, il y aurait des députés au Parlement russe et au Parlement ukrainien. Et avec des républiques, un système de républiques autonomes, mais qui visait la coopération entre les 2 parties. Il y avait quelque chose là d'intéressant, parce que il y avait de toute façon aussi, il y a la question des russophones, il y a la question de la langue russe que veulent éliminer les Ukrainiens.
Il y avait une autre question, notamment dans le Donbass, l'industrie de l'acier, une partie de l'industrie d'armement de la Russie est encore dans le Donbass. Donc, c'est pour ça, moi, je ne sais pas si j'ai raison, hein, je ne dis pas que j'ai raison, parce que entre la stratégie de Zelensky maintenant qui dit, Zelensky aussi, il va arriver, Zelensky, il a dit à l'occasion de l'entretien avec le président Xi, il a dit, mais moi je prends les pas que... C'est très intéressant votre texte. Il n'a pas dit comme les Américains. Mais il dit aussi, en même temps, comme dit un gars qu'on connaît bien, on veut retrouver notre souveraineté territoriale. Et donc, il faut des armes, notamment les avions, pour retrouver notre souveraineté territoriale. Ça ne veut pas dire autre chose que de déchirer définitivement les accords de Minsk, pour peu qu'ils ne soient pas déjà, mais pour aller reconquérir ces endroits. Et donc, il dit les deux choses. S'il y a des combats sur cette zone-là, moi je pense que ça va être une boucherie. C'est du Bakhmout à la puissance. Vous avez vu Bakhmout? On dit, ils ont conquis Bakhmout. Ils ont conquis rien du tout, il n'y a que des ruines. C'est comme Oradour-sur-Glane. Il n'y a que des ruines. Donc, qui a quelque chose à gagner à ça? Si, peut-être la grande entreprise du bâtiment américain et puis Bouygues qui vont reconstruire, mais à part ça. Mais la question de la Crimée est autre chose. Vous savez, la Crimée c'est une affaire bizarroïde, il y a une histoire à ça, bien évidemment, mais quand il y avait l'Union soviétique, un soir de repas bien arrosé, à 3 heures du matin, Khrouchtchev dit à celui qui faisait office de président de la République d'Ukraine, il lui dit, écoute, je vais te donner satisfaction, il trace un trait sur la carte, la Crimée est à toi. La Crimée est en Ukraine. Mais quand c'est l'Union soviétique, que vous mettiez la Crimée en Ukraine ou en Russie, c'est toujours l'Union soviétique. D'ailleurs, on ne disait jamais, on va en Crimée, on disait jamais, on disait on va à Sébastopol, on va à Odessa. On va en Union soviétique. Mais aujourd'hui, qu'il y a deux pays, la Russie et l'Ukraine, ce n'est pas la même chose, ce n'est pas la même discussion. C'est pour ça qu'il y a une tension là-dessus. Mais ce serait une erreur, c'est pour l'instant l'opinion également des Américains, de la diplomatie française, en tout cas du président de la République, de la ministre... Je ne sais pas, j'ai fait un drôle d'effet, cette fille, elle a été une collaboratrice très proche de Jacques Chirac, d'abord une collaboratrice pour les affaires extérieures de Jacques Chirac, donc elle a promu une politique qui n'était pas, dont tous les aspects n'étaient pas inintéressants, et là aujourd'hui elle est très alignée à la fois sur la présidente de la Commission européenne et sur les Américains. Ça m'intrigue beaucoup, je n'arrive pas à démêler exactement cette affaire-là, à moins qu'il a été décidé un partage des rôles au sommet de l'État. Ça, faudrait aussi détricoter ça. Mais, en tout cas, jusque-là, la thèse officielle de la diplomatie française et de la présidence de la République, elle est celle-là, on ne touche pas à la Crimée. Parce que c'est sûr que si... La Crimée peut être dans une négociation, dans une discussion, mais attaquer de l'Ukraine avec des armes occidentales la Crimée, je pense que c'est très dangereux. Je pense qu'on déclenche là un cercle qui peut conduire les dirigeants russes, et Poutine lui-même, à utiliser une bombe nucléaire stratégique. Ce n'est pas impossible. Cette menace-là n'est pas impossible, et donc c'est... Alors d'autres thèses disent, dans les militaristes français, dans les atlantistes français, disent, c'est une thèse, ils disent, mais justement, ce que tu dis, on comprend, on est d'accord avec toi sur le fond, mais justement, il faut faire de la Crimée un objet de négociation pour
que le Donbass, la zone est, tout le reste du flanc est, la Crimée est une monnaie de négociation. Même pour un cessez-le-feu. Il y a même, j'ai vu ce matin dans Figaro une thèse, Figaro, ouais, une thèse selon laquelle même les F-16, et je crois que Vadim Kaminka dans l'Humanité reprend ça, les propos d'un général français, je crois, ou un général de l'OTAN, la thèse selon laquelle la livraison des F-16 sert à construire un rapport de force pour préparer un cessez-le-feu. Moi, personnellement, je ne crois pas à ça. Moi, je crois à l'engrenage. Parce que au large de la Crimée, la mer, tout de ce côté, sur les mers autour, nous avons nous-mêmes déjà des porte-avions armés, avec des avions armés. Nous avons les bases militaires sur tout le flanc, Roumanie jusqu'à l'Estonie, peut-être maintenant la Finlande, prêts à décoller d'un instant à l'autre. Et donc, la moindre anicroche, il y en a de temps en temps. Ils discutent tous les jours. Hein, l'état-major français, je sais que l'état-major français discute tous les matins et tous les midis, tous les soirs, avec l'état-major russe, l'état-major de l'OTAN également. Mais il peut y avoir une anicroche. Et là, c'est la guerre généralisée. Ça peut être même aller jusqu'à l'utilisation de l'arme nucléaire. Donc, cette thèse-là, je veux bien l'écouter, je veux bien l'entendre, mais rien ne vaudrait quand même de faire un rapport de force suffisamment puissant. Et derrière, justement, c'est ça l'erreur des Occidentaux, de ne pas suivre la Chine, l'Inde, l'Afrique du Sud et l'Oula, pour faire un rapport de force sur Poutine, sur la question du respect de l'intégrité territoriale et d'un cessez-le-feu. Ce que demande la Chine. Parce que dans le 12 points de la Chine, il y a l'intégrité territoriale, et vous vous rappelez qu'au sommet de Samarcande, le 13 septembre dernier, le président chinois a dit devant Poutine, il lui a dit « Nous tenons comme à la prunelle de nos yeux au respect de l'intégrité territoriale ». C'était quand même un message clair. Mais les Occidentaux, au lieu de dire, ils peuvent critiquer la Chine, c'est pas ça qui est pas mon problème, mais au lieu de dire, il y a là quelque chose sur la table, on n'est pas d'accord avec ci, ça, ils peuvent toujours, je sais comment on fait de la diplomatie et de la politique, mais au moins empruntons ce chemin qui nous est un peu entrouvert, ils ne le font pas. Et ils ne le font pas, je pense, pour des raisons que j'ai dites tout à l'heure, les raisons de l'Occident capitaliste qui veut se refaire, et les firmes multinationales, internationales et les marchés financiers y ont intérêt. Vous vous rendez compte? L'Ukraine vient, il y a 3 semaines, de lever, je crois, le 4e ou le 5e prêt auprès du Fonds monétaire international de 15 milliards de dollars. Ils en sont au 4e ou 5e paquet de prêts, 15 milliards de dollars. Mais ils doivent rembourser un intérêt de cette dette à 9%. Fonds monétaire international. Et donc le peuple ukrainien, non content d'être sous les bombes russes, il doit alimenter le Fonds monétaire international et les marchés financiers internationaux. Donc, c'est aucun de ces gens-là, bien sûr, ils viendront à la télévision vous dire on ne peut pas faire autrement, le méchant ours russe, comme ils disent, tout ça. Tout n'est pas faux dans ce qu'ils disent. Mais nous, la question que nous posons, oui, d'accord. Mais comment, s'il y a un ours, comment on le calme? Quel rapport de force on fait? Comment on l'entoure? Comment on l'emmène à discuter? Parce que même l'affaire des sanctions, je ne dis pas que ça n'aura pas d'effet sur l'économie russe. Pour l'instant, ça n'a pas du tout d'effet. Ni sur les magasins, ni le rouble ne se porte pas plus mal, et le taux d'inflation, il est moins élevé en Russie que chez nous. Pourquoi? Parce que les firmes capitalistes qui disent tous les matins il faut des sanctions, elles vont chercher le pétrole russe, elles le débarquent en haute mer dans des conteneurs, les Grecs ou les Américains, et nous les fourquent en Europe. Nous avons toujours du pétrole russe dans nos réservoirs. Bon, se raconter d'histoire.
Par contre, ça sert à faire fluctuer le marché du pétrole et de l'essence, ça c'est sûr. Et on peut prendre comme ça une multitude. On ne parle pas, par exemple, du nucléaire, mais nous ne pouvons pas faire fonctionner nos centrales nucléaires sans une partie des équipements russes, puisque nous avons un accord de coopération. Le nucléaire qui est un gros sujet, dont personne ne parle. On ne nous parle que de Zaporijjia en nous disant ils bombardent. Qui bombarde Zaporijjia? Les Russes, mais ils sont dedans, ils l'occupent. Ils ne vont pas se bombarder eux-mêmes, il faut arrêter de dire n'importe quoi. C'est comme Nord Stream, c'est exactement la même chose. C'est qu'il y a un enjeu autour des centrales nucléaires, les 15 centrales nucléaires ukrainiennes qui ont été basculées, contrairement au mémorandum de 1994, dont les canaux ont été basculés dans le marché unique européen de l'électricité et contre l'accord de coopération qui existait avec les Russes. Et ça s'est passé, vous savez, 5 heures avant que les Russes interviennent. Donc ceci ne pouvait aussi qu'aggraver les tensions. Voilà les quelques petites choses en plus. Ce que vous faites là sur le 100e anniversaire de Brisson, là, c'est très bien, vous avez raison de faire ça. Rappeler des parts de l'histoire pour reconstruire l'avenir et la paix, je trouve ça très bien. Merci. J'ai quelques petites nouvelles à vous communiquer. D'abord, la prochaine rencontre de l'atelier, le mardi 13 juin, sur le thème « Besoins humains, quel modèle énergétique pour quel modèle de société ?» Nous recevrons Virginie Neumeyer, en charge des questions sur le nucléaire à la CGT et qui travaille sur le site EDF du commissariat à l'énergie atomique, ainsi que Hervé Kampf, rédacteur en chef de Reporter, qui est déjà venu à Montluçon. Voilà. Donc, sur la table au fond, là-bas derrière vous, il y a le livre de Patrick Le Yarrick, qu'il peut vous dédicacer, si vous le souhaitez. Vous pouvez aussi faire l'achat de petites colombes du mouvement de la paix. Voilà, donc vous pouvez bien sûr rejoindre l'atelier en adhérant à l'association et nous aider au financement. Dernière annonce importante, merci de ranger les chaises. Couple, hein.